Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer ? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Saint-Toul, conceptrice en formation e-learning. Avec son savoir-faire dans la création de contenu numérique innovant, Camille transforme des connaissances complexes en parcours d'apprentissage captivant et accessible. Aujourd'hui, elle nous partage son expérience et sa vision sur la manière dont la formation en ligne peut répondre aux défis modernes de l'apprentissage, tout en stimulant l'engagement des apprenants. Bonjour Camille, bienvenue dans Les Clés de la créativité, je te remercie d'être venue. Bonjour Thomas, je te remercie de m'avoir invité. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous donner ton parcours ? Oui, alors je m'appelle Camille Saint-Toul, je suis conceptrice de formation en ligne et formatrice. Moi je suis une passionnée d'apprentissage. J'ai été autodidacte très jeune parce qu'à l'école j'apprenais pas forcément tout ce que j'avais envie d'apprendre, donc j'allais chercher plus loin. Et dans mon parcours, j'ai notamment découvert le e-learning à travers des formations. Je m'étais formée à tout ce qui était médecine par les plantes. D'accord. Le gros tournant de ma vie, ça a été un stage en web marketing et communication digitale avec une indépendante qui était formatrice dans le centre de formation, qui m'a formée à devenir conceptrice de formation en ligne, justement sur ses conseils. Elle m'a dit, mais Camille, t'es une créative et t'aimes apprendre, ce métier-là, il est fait pour toi. Et j'ai bien fait d'écouter. Je suis d'accord, donc t'es une créative, c'est la partie qui nous intéresse ici. Quelle est la part de créativité que tu apportes dans les formations et d'où est-ce qu'elle vient ? Alors, ma spécialisation est dans la gamification. Donc ça vient de ma passion pour le jeu. En fin de compte, tout mon côté créatif, c'est d'essayer d'imaginer des histoires dans lesquelles je vais embarquer mes apprenants. D'accord. Et de mettre des mécaniques de jeu pour maintenir leur attention. D'accord. Développe un peu ça. De quelle manière tu peux maintenir l'engagement grâce à cette partie créative ? Alors si je reprends du départ, mon apprenant il va être tout seul devant son ordinateur. Il n'aura personne avec qui échanger. Donc ça va être sur des temps plus courts. On va avoir des modules qui vont durer 30-45 minutes grand maximum. Et sur ces modules-là, il faut qu'il soit attentif. Donc pour ça, il a besoin d'être intéressé et d'avoir de l'interactivité. Donc d'être toujours un petit peu en action. Donc pour ça, moi ce que je vais utiliser c'est de la création d'histoires, du storytelling. Donc à travers des vidéos animées, etc. Et c'est toi qui fais cette partie-là, tu la crées complètement ? Ouais. Je rédige les scripts, même ce qu'on va appeler les storyboards, donc avec les images. Derrière, je vais les créer dans des logiciels de vidéo animée, notamment moi j'utilise Vaillant principalement. D'accord. Alors du coup, la plupart du temps pour les créatifs, il faut des sources d'inspiration, il faut des éléments de recherche. Quelles sont tes sources ? Comment est-ce que tu vas chercher ces éléments d'interaction ? Alors un petit peu partout, parce que du coup, dans mon métier, il y a le domaine de la formation, donc il va y avoir des salons spécialisés sur la formation, il y a les échanges avec mon réseau, il y a les livres, il y a pas mal de livres là-dessus, et bien sûr la culture ludique et vidéoludique, donc tout ce qui va être ma deuxième passion, les jeux, donc jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, je joue beaucoup et j'analyse les mécaniques de jeu qui vont me plaire ou qui vont plaire à d'autres personnes parce que finalement le principe c'est pas pour moi que je crée les formations. Et on joue pas tous pareil. Et on joue pas tous de la même manière, on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses. Donc le principe c'est d'arriver à comprendre les mécaniques qui fonctionnent ensemble, pourquoi elles fonctionnent, qui est-ce qu'elles ont le plus intéressé pour que quand on va créer la formation, on puisse se focaliser sur le public cible et dire bon, mon apprenant, il faut que je lui apprenne tel objectif pédagogique. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver du sens, d'accomplir une quête, et d'avoir des mécaniques de jeu qui vont ressembler, qui vont plus tirer sur tel ou tel levier d'engagement. D'accord. Donc en fait,
la partie, là, on sort encore un peu de la partie créative, les leviers d'engagement, etc. Pour moi, je trouve ça très intéressant. Mais ce que je veux vraiment que tu m'expliques, c'est de quelle manière tu articules tout ça et quel est ton choix. Et surtout, je te demandais tes sources d'inspiration, donc tu m'as dit les salons, etc. Mais après, comment est-ce que tu fais le mix de tout ça pour arriver à un produit que tu es capable de vendre ou de faire exploiter? Ah bah ça, c'est mon métier, tout simplement. En fin de compte, je fais beaucoup de pauses. À un moment donné... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un vrai exercice créatif, la pause. Hein. C'est vrai, en fait, à un moment donné, quand t'es trop sur un projet... les idées viennent plus, tu satures, c'est toujours les mêmes choses, le même contenu. Et en fait, ne serait-ce que de dire, là en fait, j'en peux plus, j'ai pas d'idées qui viennent, ça, c'est pas le moment. Ouais. Tu fermes, tu passes à autre chose, et généralement, le lendemain matin, je me lève et... mais c'est ça en fait. Donc il y a vraiment cette question-là et la question collaborative. Ouais. J'échange, je brainstorm. D'accord, donc ça c'est des vrais exercices créatifs. Donc tu luttes contre la page blanche en fait en faisant une pause et tu luttes contre le manque d'idées en travaillant avec d'autres. Voilà. Okay. J'ai ma petite équipe autour de moi. On a tous des spécialités différentes parce que c'est important, on peut pas être spécialiste de tout, même si on est toujours un peu couteau suisse dans le e-learning. On peut pas être spécialiste de tout. Donc je me base aussi sur mes collègues parce qu'on va tous travailler ensemble sur le même projet. D'accord. Donc, vous êtes à plusieurs, c'est une vraie team de travail en fait. Voilà, on est tous freelance, mais on travaille ensemble. Et puis avec les clients aussi, en fait, on est en collaboration avec eux, on est en collaboration avec des experts métiers et avec des commanditaires qui ont besoin qu'on crée une formation. Donc ils vont aussi avoir des idées. Donc en fait, ils vont t'amener une série de contraintes à travers lesquelles tu vas devoir jouer. Et de quelle manière est-ce que tu contournes ou est-ce que tu exploites ces contraintes par rapport au résultat final? Alors, c'est vraiment l'exercice du brainstorming avec mes collègues. D'accord. Je vais avoir des idées et derrière, on va aller voir si ces idées-là, elles vont être en confrontation directe ou pas. Avec, et alors, à ce moment-là, si on est en confrontation directe, forcément, on va essayer de se dire, ok, alors qu'est-ce qu'on peut garder de cette idée-là ou pas et comment on fait en sorte que ça rentre dans ce qu'on avait prévu. D'accord. Donc vous établissez un scénario, vous validez le scénario par rapport aux règles imposées par le client et vous voyez comment les règles s'adaptent ou ne s'adaptent pas et vous modifiez derrière. Ok, moi ce que j'aime beaucoup, je voudrais que tu développes cette partie de brainstorming parce que c'est en plein dans les questions que je traite en ce moment. Comment est-ce que tu gères un brainstorming autour d'une formation? Généralement, mon client va arriver avec une première idée et un contenu de formation. D'accord. C'est très bien, je vais prendre tout ce qu'il a à me dire. Généralement, on n'arrivera pas tout à fait à ce qu'il avait prévu. Parce que ce qui va se passer, c'est que derrière, il y a toute l'étude, ce que je te disais, du public cible, mon apprenant. C'est à lui qu'on doit faire la formation. Donc c'est lui qu'on doit intéresser. D'accord. Donc ça va être lui le centre de tous nos changements. Parce que ce qu'on avait prévu et qui nous intéresse et qui nous semble super génial, peut-être que lui ça va le faire chier en fait. Donc... c'est un juge de paix en fait, et c'est lui qui va dire derrière oui mais non. Donc on va avoir ce truc là de se remettre toujours à la place de cet apprenant et de ce qui va l'intéresser lui. Et toute la partie de brainstorming ça va être à des réunions. Et ce qui est assez intéressant c'est qu'on n'est jamais vraiment tous ensemble en réunion. Mon équipe bosse avec moi. Ils sont pas tous dispo en même temps. Ma motion designer va pas être dispo en même temps que mon graphiste. Et en fait, c'est moi qui vais être le centre de tout ça. Donc t'es le point de pivot, c'est toi qui dirige le brainstorming en fait. En fin de compte, c'est ça. C'est que ça va être sur différentes réunions où moi je vais avoir toutes les idées du client. Je vais faire le tri. Peut-être que moi, il y en a qui vont venir. Moi, ça me vient généralement le matin quand je me lève. Tu sais pas pourquoi, je suis en train de me servir mon café. C'est ça. Ça arrive souvent comme ça, ou tard le soir, avant de te coucher. Faut que je note. Voilà, c'est ça. Et généralement, quand je vais tout mettre ensemble. Et ensuite, je vais aller voir, du coup, chacun de mes collègues. Leur parler du sujet, leur parler de mes idées, leur parler des idées que le client m'a soumises. Et eux, ils vont venir aussi me dire, ouais, ça, ok, ça, je comprends, mais ça, je suis pas sûre, moi, j'aurais plus vu ça comme ça. Et en fait, c'est tout par itération.
Ouais, c'est ça, c'est pas un processus de brainstorming où tout le monde est dans la pièce avec des papiers en notes, en fait c'est plus comme tu dis un processus itératif où tu viens tu distribues une idée que tu as eue, tu distribues peut-être plusieurs idées et puis c'est confronté en fait à l'ensemble des intervenants. C'est un process vachement intéressant dont j'ai pas encore beaucoup eu l'occasion de parler. Ah, et puis l'itération se fait pas que là parce que le must du must, et là c'est quand vraiment on a de la chance, hein, ouais. Mais on essaye de mettre en place des tests apprenants. Ah, un genre de bêta-test de la gamification. Exactement. C'est-à-dire qu'on va nous créer une première version qui nous plaît et qui plaît au client. Ouais. Maintenant, il faut vérifier que c'est compatible avec l'apprenant. On va prendre un certain panel. On va prendre... alors, le must, c'est quand on peut avoir 10-20 personnes qui représentent la cible apprenante, qui vont être ceux qui vont être formés là-dessus, et qu'on leur fait faire nos retours. Généralement, il n'y a pas d'autre itération derrière, ça marche. Ouais, mais en fait, si on a besoin, si on a des retours intéressants, on peut avoir par exemple la question de l'accessibilité qui va tomber à ce moment-là. C'est souvent une question sur tous. Alors, c'est rarement un problème quand c'est du e-learning, sauf pour des non-voyants ou peut-être des personnes sourdes. Effectivement, ça peut... Ah, c'est marrant ça. Est-ce que tu as déjà fait des trucs avec de la langue des signes ou... Alors non, par contre, sous-titres et transcription de vidéos et d'audio, c'est systématique. Bah, ça me paraît essentiel en fait. J'imagine que c'est pas possible de faire autrement. Non, et puis le fait de laisser des marges toujours pour pouvoir zoomer pour les personnes qui sont malvoyantes, qu'elles puissent zoomer sur leur écran sans perdre ce qu'on veut leur montrer. Le fait de pouvoir mettre pause sur les vidéos, le fait d'avoir la main en fait sur ce qui se passe sur ton écran. Il y a beaucoup de choses à penser. On pense généralement pas à tout. Il y a des activités qui sont pas accessibles. En fait, c'est toutes des choses auxquelles on doit réfléchir et dès la conception, parce que généralement, une fois que tu as déjà tout conçu, c'est un peu tard pour tout changer. Sur le papier, j'ai l'habitude de dire ça en plan, en archi, sur le papier, ça coûte rien de changer. Ça coûte du temps, mais c'est pas du réel. On n'est pas obligé de casser un mur. Là, c'est la même chose. Si jamais l'accessibilité n'est pas préparée en amont, à mon avis, tu casses les murs de la baraque et tu repars à partir des fondations. Exactement. Et c'est tout le problème. Donc non, on essaye de penser à ça, qui est le public, et est-ce qu'on a des possibilités de handicap. Si on en a, et ben là on va essayer de mettre le maximum sur l'accessibilité, et en fait même si on n'a pas, parce que aujourd'hui notre cible c'est telle personne, mais peut-être que demain ce sera ouvert à plus. Et on aura déjà prévu les process pour. Là, typiquement, pour moi, on est dans la démarche créative que j'ai envie d'entendre, parce que tout ça, c'est dès qu'on est au démarrage du projet, en fait, que ça doit se mettre en place. Maintenant, c'est une question peut-être un peu plus touchy, mais ça arrive qu'on se loupe. Et dans ce cas-là, comment tu gères le loupé, comment tu gères la partie d'échec c'est pas forcément un échec, mais voilà, c'est une itération qui touche pas sa cible. Comment on gère ça? Il n'y a pas d'échec dans la formation, tu sais bien, c'est que des apprentissages. Donc si tu te rates forcément, mais du coup tu en apprends quelque chose. Le principe c'est d'en tirer des leçons. C'est finalement ça c'était pas du tout ce qu'il fallait. Ok, du coup où est-ce qu'on s'est raté, premièrement, et comment on rectifie le tir. Oui, effectivement, il faut mieux parce que le client, lui, il est toujours là. Et derrière, il veut payer. Donc le premier coup, ok, un coup d'épée dans l'eau, mais on va recommencer. Ça va dépendre aussi de qu'est-ce qui a pas marché. Ça peut être, si c'est concernant l'apprenant, c'est peut-être qu'il va falloir se renseigner un peu plus sur l'apprenant. Peut-être qu'il va falloir aller chercher, discuter avec lui pour apprendre à mieux le connaître et peut-être mieux refaire son profil. Si c'est par rapport à l'expert métier, peut-être qu'on a mal compris son contenu et qu'on a besoin d'échanger plus avec lui. Et il y a encore un dernier point, si c'est par rapport à l'engagement, est-ce qu'on a pensé au parcours de l'apprenant dans sa globalité? Est-ce qu'il y a un avant la formation, un pendant la formation et un après la formation pour continuer à le suivre? Oui, parce que c'est vrai que c'est des points qui sont très importants. L'engagement de la part de l'apprenant, et c'est vraiment un point fondamental, mais l'engagement de l'entreprise qui te demande cette formation est aussi important, voire plus, parce qu'il faut qu'ils mettent leurs salariés au boulot. Cette partie-là me plaît vraiment beaucoup et j'ai appris pas mal de choses parce que je ne mesurais pas le niveau d'engagement que demande la gamification d'une formation. Alors,
Comment est-ce que la gamification encourage justement l'engagement chez l'apprenant ? En fin de compte, ça va être des mécaniques de jeu qu'on va mettre dans un domaine qui n'est pas censé être forcément ludique. Du coup, ça va donner un petit côté sympa et qui, du coup, avec le storytelling, mêlé au storytelling, donc il y a une histoire dans laquelle on va proposer à l'apprenant de se lancer et de s'immerger. Donc on va contextualiser ça avec des vidéos, des ambiances sonores, vraiment pour le mettre dedans. Ça va maintenir son engagement. Pourquoi ? Parce qu'on va maintenir son attention sur des petits détails. Il va trouver ça rigolo, sympa. Et du coup, peut-être moins décroché d'un contenu plat où tu vas juste cliquer sur suivant. Et puis, on va essayer de varier les mécaniques et les médias. À travers la même formation, tu n'as pas toujours le même contenu. Tu as pas... Alors, le même contenu, si, parce que ton objectif pédagogique change pas. Je me suis mal exprimé, oui. T'as raison. Je veux dire, à travers la même formation, tu vas avoir plusieurs modules et ce n'est pas la même manière de mettre les jeux en place. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Parce que ta gamification, tes mécaniques de jeu, c'est pas une surcouche que tu mets sur une formation. Elle est intégrée à ta formation. Elle doit apporter quelque chose et venir enfoncer le clou quelque part sur les messages clés que tu veux que ton apprenant retienne. Ta formation en elle-même va pas être un jeu de A à Z. Donc la gamification de formation ne transforme pas la formation en jeu. En gros, l'entreprise peut pas te dire mais moi mes salariés je veux pas qu'ils jouent. Non. Ça va être dans le cas du serious game. On a vraiment une différence entre les deux. Le serious game est un jeu dans lequel on va mettre des objectifs pédagogiques et des notions, des connaissances, des compétences qu'on veut que l'apprenant mette en œuvre. Mais le serious game, pour l'instant, on le voit plus en présentiel parce qu'on a besoin d'un débriefing derrière pour en créer. C'est une vraie formation en fait. Voilà. On va le mettre dans une formation pour pouvoir avoir un débriefing qui va apporter le contenu et remettre du concret dans le jeu. D'accord, je comprends mieux. Alors que la gamification, c'est des mécaniques de jeu qu'on extrait d'un jeu pour les mettre dans la formation. Comme des barres de progression, comme des choses comme ça. Voilà, des barres de progression. Tu peux avoir des défis qui vont mener à ce que tu obtiennes des badges, des récompenses quelconques. Tu peux avoir... t'as plein de manières en fait de faire de la gamification. Mais c'est des mécaniques. Est-ce que tu vas lui donner une quête à ton apprenant qui va devoir accomplir tout au long du module, faire de lui un véritable héros. Et c'est tout des petites mécaniques et ou lui donner du sens. C'est un mot qui revient plusieurs fois, donner du sens. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'une formation que tu as faite et où cette intégration de gamification a vraiment apporté un plus comparé aux éléments de base ? Ouais, on a eu pas mal de retours sur des formations que j'ai créées dernièrement, justement, donc je suis vachement contente que tu me poses la question. On a augmenté l'engagement, vraiment, sur une formation où on va être dans le dialogue. D'accord. Donc on va avoir une vidéo qui va donner du contexte à l'apprenant pour lui dire tu es tel personnage, t'as remarqué ça, et là maintenant tu vas essayer d'entrer en relation avec cette personne. D'accord. Et en fin de compte, on va avoir un dialogue. Bon, quand on fait le dialogue, il va y avoir une jauge qui va monter si tu réponds bien, avec ton interlocuteur qui devient content. Et de plus en plus content. D'accord. Au contraire, si tu te rates, et là la jauge va descendre, le personnage va être moins content, mais tu vas toujours être accompagné, tu vas toujours avoir un feedback qui va te dire si oui ou non tu as fait la bonne chose et pourquoi. Ok, et tu as des métriques entre la formation avant que tu interviennes et la formation après ? Alors non, parce qu'elle n'existait pas avant. Ah d'accord, c'est une création pure. On voit la différence d'engagement et de complétion de des formations entre d'autres formations qui n'ont pas ces mécaniques de gamification et les miennes. Et alors je peux pas te donner de chiffres précis mais on a augmenté l'engagement et la complétion de ces modules. D'accord. T'as pas la métrique complète, mais tu sais que ça marche mieux du retour du client. Oui. Déjà, c'est un point très intéressant parce que cette part d'engagement, en fait, c'est vraiment ce qui fait la qualité des formations et la qualité qui fait que le centre sera reconnu. D'ailleurs, est-ce que tes clients, c'est principalement des centres de formation ou est-ce que tes clients, c'est aussi des entreprises qui créent des formations de zéro et qui viennent te voir ? Alors, c'est un peu tout. D'accord. Mais principalement, oui, parce qu'en fait, la formation en ligne a ce côté très pratique on peut se former un peu n'importe quand. Ouais. Alors,
n'importe où, pas vraiment, parce que t'as quand même besoin d'être dans un environnement d'apprentissage si tu veux vraiment retenir quelque chose, mais en soi, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et du coup, t'as ce côté-là pour les entreprises, t'as pas besoin de sortir tous les collaborateurs d'un coup. C'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis ça peut être sur c'est sur des durées beaucoup plus courtes aussi. Donc t'as vraiment cet avantage-là. Et puis pour les associations, t'as aussi la possibilité du coup que tout le monde se forme un peu de n'importe où. T'as pas besoin de réunir les gens dans une ville en particulier pour les former. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ce côté... Le e-learning, pour moi, c'est un point qui est vachement intéressant, parce qu'effectivement, moi, je pratique pour des trucs, par exemple, de graphisme ou de choses comme ça dont j'ai besoin. C'est bien, parce que dans un transport, je prends ma formation, etc. Mais moi, j'ai pas de formation gamifiée, et je deviens pas meilleur parce que j'ai pris la formation. Mais non, je trouve l'idée vachement intéressante, en fait, de développer ça. Du coup, pour te dire, moi depuis que j'ai commencé, mais c'est parce que j'ai besoin de mettre du sens aussi dans mon travail, moi je travaille principalement avec des associations. Mes plus gros clients sont associatifs. Ok. Donc les projets associatifs, je trouve ça super bien. C'est souvent les associations n'ont pas beaucoup de moyens non plus, donc j'imagine que c'est un truc que tu fais soit de façon semi-bénévole, soit avec un engagement associatif à part. Comment ça marche ? Pas du tout. Ouais. En fin de compte, ils vont débloquer un budget pour la formation. Parce que c'est important pour eux, ça va avoir un impact pour leurs équipes, pour leurs bénévoles, d'être formés à leur sujet. Donc il va y avoir un budget qui est débloqué. Il sera sûrement pas aussi conséquent qu'une grosse multinationale, mais en fait on s'adapte. À un moment donné, si on n'a pas assez de budget pour faire 40 vidéos, et on en fera que 20. Et puis parce que ça a du sens et que ça vaut le coup de s'adapter. En fait, c'est là où je voulais revenir, c'est que cette quête de sens, c'est quelque chose qui est devenu très actuel depuis Covid, et beaucoup de gens ont besoin de se réaligner sur des choses qu'ils voulaient faire avant et qu'ils font maintenant. Voilà. Donc je trouvais important d'insister sur ce côté-là, et le sens de ton côté, parce que ça demande de l'engagement de ta part. Évidemment, quand on a une passion pour le jeu, aller dans la gamification de formation, ça fait vraiment sens. Mais effectivement, ajouter à ça ce côté associatif, je trouve que c'est quelque chose sur quoi il faut appuyer. Est-ce que tu vois un avenir particulier ? Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à augmenter la gamification de formation et la gamification en général ? Parce que j'imagine que la formation c'est super, mais il y a peut-être d'autres domaines où on peut aller ajouter des mécaniques de jeu dans le concept en général. Comment tu vois ce côté ? Le principe de la gamification, tu as raison, c'est d'appliquer des mécaniques de jeu dans n'importe quel domaine qui n'en comprend pas au départ. Donc oui, il y a la possibilité d'ajouter un peu de mécaniques de jeu un peu partout finalement, si on a envie et si on se donne les moyens de réfléchir à ce qui va marcher. Parce qu'il y a aussi ça, on peut mettre des badges sur n'importe quoi. Oui. Si t'as pas de but pour aller chercher ton badge, tu n'iras pas. Ça marche dans les cahiers de vacances d'enfants, les badges, donc c'est un truc qui est pas mal. Voilà, mais voilà, t'as quand même un défi à relever pour pouvoir l'atteindre, sinon ça sert à rien, quoi. Après, l'avenir que je vois à la gamification, est-ce qu'il tend à se développer ? Oui. Ça se voit, on est de plus en plus à s'intéresser à la gamification, à essayer de la mettre en place, et surtout je l'espère. Parce que je vois les bienfaits et je vois les retours qu'on peut avoir où on nous remercie parce qu'on a passé un bon moment, où on a envie d'aller plus loin et de remettre en pratique parce qu'on s'est senti impliqué. Oui, ça tend à augmenter parce qu'on a des vrais résultats, mais en plus de ça, je l'espère parce que, en fait, c'est triste à un moment donné quand tu tombes encore sur des personnes qui te disent « Nous, on est une entreprise, on est là pour travailler, pas pour jouer. » Chez nous, c'est sérieux. Voilà. Ouais, et en fait, et à un moment donné, pour essayer de renforcer les liens entre les collaborateurs, pour développer des nouvelles compétences, si tu t'amuses un peu et que t'es pas dans quelque chose de complètement descendant, il y a des moments où t'as pas le choix d'être dans du descendant parce que t'as de la théorie à intégrer, mais t'es pas obligé de faire ça tout le temps non plus. Là, par contre, je suis complètement d'accord. Et effectivement, le descendant, il a encore de beaux jours devant lui, parce que ça fait sérieux.
Mais oui. Mais en fait, bouffer de la théorie, alors c'est très bien, la théorie c'est indispensable. Dans le podcast, j'ai dû apprendre, il y a des bases théoriques, dans ton job, il y a des bases théoriques. Bien sûr. Et la partie, pour moi, qui est vraiment fun dans ton job, c'est toute la partie créa. La partie où tu vas vraiment aller chercher les articulations, comprendre comment marche l'apprenant, comment marche l'entreprise, et derrière arriver à générer un produit. C'est un vrai job, c'est un vrai business, mais c'est aussi un vrai job créatif en fait que tu fais. Au début j'étais un peu curieux de me dire est-ce qu'elle est vraiment dans la cible, mais en fait je me rends compte qu'à 100% ton truc fonctionne. Donc au niveau de l'avenir, donc pour toi c'est amené à se développer, à se démocratiser, mais est-ce que tu vois des marchés à conquérir ? Est-ce que tu vois des choses sur lesquelles on pourrait aller plus loin, ou est-ce que tu vois des choses sur lesquelles on peut développer l'offre ? Moi je continue dans la formation quoi qu'il arrive, mais je me penche pas mal en ce moment sur la question du serious game, donc du jeu sérieux, mais en e-learning. Parce que pour l'instant, les résultats sont pas très probants, mais pourquoi ? Parce que on n'a pas ce débriefing qu'on va avoir en face et qu'on peut avoir qu'en présentiel avec les apprenants. Vous venez de jouer à ça, qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous, etc. Ouais. Ça en présentiel, on le fait très très bien. Ouais, ça marche vachement bien. On s'est habillé des dés, un plateau, et on est tous autour de la table pour s'amuser, et on finit avec des notions acquises. Et comment on fait pour faire quelque chose qui va être impactant pour quelqu'un seul devant son ordinateur ? Là, ça devient beaucoup plus compliqué et on peut imaginer plusieurs hypothèses de mettre une classe virtuelle derrière, mais est-ce que l'apprenant va s'inscrire à une classe virtuelle juste après avoir fait le jeu ? Ou est-ce qu'il va laisser passer du temps ? Ou est-ce que finalement il n'aura pas eu le temps de faire le jeu ? Et dans ce cas-là, comment on fait ? La question de l'agenda en fait est vraiment plus embêtante que le serious game lui-même en fait. Oui, parce que créer un jeu, alors non, ça va demander beaucoup de réflexion, d'itération et de compétences, et ça plaira jamais à tout le monde parce qu'on est tous différents. Le but c'est d'atteindre un maximum de personnes, mais on a ce côté, on n'a pas le présentiel et la discussion, donc t'as le côté agenda, mais t'as aussi le côté, tu pourrais faire le jeu en classe virtuelle directement. C'est moins rigolo. T'as pas les cartes en main, t'as pas les dés à lancer, tout est fait sur ordinateur. Mais du coup, t'as cette contrainte aussi de combien de temps ça va durer ta classe virtuelle. Ouais. Parce que il faut que tes apprenants prennent en main le logiciel, ils auront pas tous la même facilité. J'entends très bien, effectivement. T'as le jeu et ensuite le débriefing. Ouais, ça fait en fait un truc qui se gère facile avec 6-7 autour d'une table devient d'un seul coup, comme les gens sont pas là, devient le problème de l'agenda de chacun, et par contre c'est vrai que la mécanique de création d'un serious game c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose parce que là on crée un jeu. Du coup il y a cette question, pour aller plus loin, pour essayer de développer un marché, et il y en a qui font du serious game digital, Je me pose la question de savoir l'impact que ça a réellement. On sait que la gamification ça fonctionne et qu'on atteint les objectifs avec un taux d'engagement qu'on arrive à renforcer. Est-ce qu'on atteint aussi bien les objectifs avec un serious game digital ? Aujourd'hui, c'est la question à creuser pour moi. Ok. Écoute, merci beaucoup Camille. J'aime beaucoup cette ouverture et effectivement la possibilité d'aller chercher plus loin et de créer encore des choses nouvelles. Donc merci beaucoup, je suis ravi d'avoir pu parler avec toi et ça m'a fait très plaisir parce que c'est la 3e fois qu'on enregistre cet épisode. Ça va qu'on s'entend bien. Ouais, ça va. Merci à toi Thomas, c'était un plaisir. Ça me fait plaisir aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!